Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac, il est 11h et ça y est, c'est l'heure de votre chronique préférée. Salut Laura. Salut Sandra. Comment vas-tu ? Mais super. Mais même écoute, si le sujet est pas... Voilà. Il est pas ouf ? Bah si, il est ouf, mais il est pas... C'est pas le sujet qu'on a envie d'écouter comme ça, quoi. De manière plaisante. Bon, écoute, on le sait, hein, c'est votre chronique préférée, c'est votre célèbre émission. Tu l'as dit toi-même. Moi, je suis ravie, de prendre l'antenne avec toi. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai. Pour présenter, cette chronique aujourd'hui. Et tu vas nous parler un petit peu, écoute, des conditions à remplir pour être candidat à l'élection présidentielle. Oui, la question qui tue. Exactement. Est-ce qu'on peut se présenter avec un casier judiciaire ? Tout à fait. Et vous n'allez pas être déçus du voyage. Tu vas tout nous dire. Ouais. Et puis, cher maître, c'est à vous. Merci Madame le Président. Écoute, on salue Monsieur le Président qui nous écoute le reste du temps. C'est un petit coucou à JP. C'est JP qui m'a assuré qu'il m'écoutait. Donc voilà. Merci à tous les auditeurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, on va se pencher sur cette question épineuse. Peut-on se présenter aux élections présidentielles avec un casier judiciaire ? Alors j'imagine que dans vos esprits, vous ne pensez qu'à une ou éventuellement deux personnes qui se sont présentées aux élections présidentielles, en tout cas qui se portent candidats. Ils sont pas encore candidats officiels, il y a des conditions pour ça, mais en tout cas vous pensez certainement à une ou deux personnes. Eh bien, figure-toi Sandra, qu'hier, comme je préparais l'émission, je me suis dit tiens, si j'allais prendre tous les candidats et que je regardais s'ils avaient déjà été condamnés. Mais bien mon Et quelle surprise ! Quelle surprise ! Il y a bien la moitié, parce qu'ils sont 20 candidats aujourd'hui. Alors on ne parle quasiment que de un ou deux candidats dans les médias classiques, mais en fait ils sont 20 déjà à être prétendants au trône de fer. Et pour le moment, ils commencent à s'agiter là. Ils s'agitent un peu. Alors il y en a qui s'agitent un peu trop, mais qui ferait mieux d'arrêter de s'agiter comme ça, parce que en fait du coup on se lasse. On se lasse. Alors toi-même tu sais, cher auditeur et chère Sandra, pour être fonctionnaire, avocat, agent de sécurité, donc prof, policier, militaire évidemment, sapeur-pompier, dentiste, pharmacien et j'en passe, il te faut un casier vierge. C'est la condition. C'est une des conditions pour pouvoir prétendre à un métier comme celui-là. Et en fait, c'est la loi. Être condamné pour fraude quand on veut être, par exemple, banquier, bof. Mais être condamné pour, des choses un peu cradouilles avec des enfants, pour être prof, c'est pas possible. Donc, avoir un casier judiciaire, c'est pas possible en fait. On ne peut pas être fonctionnaire sur un casier, comme on ne peut pas être garde-maître chien chez Lidl si on a un casier judiciaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour être le maître suprême du pays, on s'en fout. C'est très surprenant. Pas de suspense. Je vous apprends certainement rien. Alors bien sûr, il y a des conditions pour pour être candidat et pour être élu président de la République. Et bien évidemment, je dis on s'en fout, mais en fait, il y a quand même une enquête de moralité qui est faite sur votre compte. Et bien sûr, on regarde votre patrimoine. Et si vous n'avez pas fraudé, vous vous souvenez bien sûr de la grande histoire rapidement malheureusement terminée, c'est un peu au milieu de la course de François Fillon aux dernières élections. Ça a été compliqué parce qu'il a été rattrapé par des affaires et puis Pénélope aussi, c'est surtout par rapport à sa femme. Donc on se souvient de cette histoire-là qui avait c'était le favori, celui qui avait été désigné par les cadres du parti et par les militants pour partir à la conquête du trône de fer, donc, et puis finalement perdu en vol avec des histoires d'argent. Alors, c'est stupéfiant parce que effectivement, pour être élu à la plus haute fonction de l'État, donc avoir un casier judiciaire n'est pas incompatible. C'est très surprenant, sauf bien sûr, et c'est là où ça fait toute la différence. Si le tribunal qui a condamné la personne a aussi déclarer une peine d'inéligibilité. Le mot le plus dur à dire, que j'ai réussi à dire à 11h05, j'en suis fière. Je peux essayer, Laura ? Inéligibilité, vas-y. Inéligibilité. Bravo ! C'est pas facile à dire, et comme je vais le dire plusieurs fois, je m'entraîne. D'accord. Alors, pour être président de la République, en tout cas pour être élu président de la République, il faut être de nationalité française, avoir 10 ans révolus, être électeur, donc inscrit sur les listes électorales, et ne pas être privé de ses droits civiques. C'est-à-dire ne pas avoir été condamné avec une peine complémentaire qui vous prive de vos droits civiques et
donc de voter et d'être élu. C'est ça la peine d'inéligibilité. C'est une peine complémentaire. Par exemple, vous pouvez être condamné pour fraude fiscale et en peine complémentaire, le juge va dire vous avez le tribunal vous condamne également à une peine d'inéligibilité. Ça veut dire que vous pouvez plus être élu pendant un certain laps de temps que je vais développer après. Alors, il ne faut pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, je viens de le dire. Il ne faut pas être placé sous tutelle ou curatelle. Et il faut avoir satisfait aux obligations du service militaire. Ça, bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu... En tout cas, il faut être allé sous les drapeaux, d'après ce que je comprends. Et la dernière, elle est extraordinaire. La dernière, c'est faire preuve de dignité morale. Alors, faire preuve de dignité morale, je ris parce que, en fait, il n'y a aucune définition de cette expression. En faire preuve de dignité morale, je suppose, par exemple, que c'est être poli, que c'est être respectueux. Enfin, voilà, tout ce qui a trait à la dignité, c'est respecter l'être humain, respecter les droits de chacun, être bienveillant. J'imagine, j'extrapole sans doute. Je suis allée voir la définition de la dignité, et en fait, je pense que c'est ça. Maintenant, il y en a quelques-uns, rien que sur cette phrase-là, ils pourraient pas vraiment tout à fait être candidats, mais ils le font quand même. Par exemple, voler des images, ça, bof. Voler, c'est pas bien. Donc ça, dignité morale, bof. Donc ça, c'est le Conseil constitutionnel après qui va regarder un peu les différentes candidatures. Alors, quelles sont les formalités à accomplir ? Eh bien, il faut d'abord 500 signatures d'élus. Alors, il faut que ces 500 signatures proviennent de 30 départements ou collectivités d'outre-mer différentes. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'un dixième d'entre eux d'un même département ou d'une même collectivité. Donc là, ça devient technique. Le Conseil constitutionnel reçoit les présentations, donc les parrainages, et vérifie la validité. Il faut que vous sachiez qu'en 2017, c'est pour la première fois que cette liste a été rendue publique intégralement. C'est la première fois. Pourquoi ? Pour écarter des candidatures peu sérieuses. On est content de le savoir, Adi, parce que ça, c'est une bonne situation. On va voir si ça fonctionne à chaque fois. Alors, déclaration de patrimoine, c'est la deuxième chose. D'abord, les parrainages, la déclaration de patrimoine. Elle est transmise à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et on va regarder les biens propres et ceux de la communauté, donc ceux de votre mariage, on va dire, ceux de vous et votre femme. Et puis, les biens indivis, donc ceux que vous avez en indivision. En 2017, les déclarations de tous les candidats habilités à concourir a été publiée avant le premier tour. Alors, je vous rappelle aussi que les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 4 mars 2022 et que le 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel va publier la liste des personnes qui sont finalistes, on va dire, pour l'élection présidentielle le 11 mars 2022. Donc voilà. Jusqu'au 4 mars 2022, les gens peuvent se déclarer. Donc, certains disent, oui, il y en a qui ne sont pas encore déclarés, mais on sait qu'ils vont se déclarer. D'abord, on n'en sait rien. Et puis, en plus, s'ils veulent le faire, ils ont jusqu'au 4 mars pour le faire. Donc, ils peuvent faire durer le suspense encore un petit moment. Donc, en 2017, toute la déclaration de ces candidats habilités à concourir est publiée avant le premier tour. Et la loi du 15 septembre 2017 va amener une nouvelle obligation, c'est de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration d'intérêt et d'activité rendue publique par la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ensuite, il faut avoir un compte de campagne. Donc, les comptes de campagne, depuis juillet 2021, ils peuvent déjà être ouverts. Il est déposé 2 mois suivant l'élection, c'est-à-dire que 2 mois après, on doit les montrer. D'ailleurs, vous savez que l'ancien président de la République a été épinglé pour ces raisons. C'est pour ça qu'il a déjà été condamné et je pense qu'il a fait appel. Donc, du coup, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est par rapport à ce compte de campagne-là. Donc, tout est vérifié. On n'est pas là, c'est pas on fait ce qu'on veut et youpla boum. Et puis, on n'est pas non plus dans j'ai un fils, c'est lui qui devient roi. Donc, on est voilà. Ici maintenant, ça devient c'est particulièrement bien encadré. Donc, avoir un casier judiciaire, je vais y venir parce que la majorité des candidats actuellement prétendants ont un casier judiciaire, ont au moins une mention au casier, mais en tout cas, le reste est encadré. Alors, il faut bien sûr respecter un plafond légal de dépenses et la Commission nationale des comptes de campagne et financement public effectue un contrôle. L'ensemble de ces formalités accomplies, il y a une liste de candidats qui est établie par le Conseil constitutionnel, qui est publiée au journal officiel, je vous l'ai dit, le 11 mars 2022, puisqu'elle doit être publiée au JO le 3e vendredi avant, le 3e vendredi avant le premier tour. Donc tout ça est encadré. Alors,
qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inéligibilité? Compte triple au Scrabble. Alors, eh bien, l'article 131-26 vient préciser, du code pénal, vient préciser l'interdiction des droits civiques. Droit de vote, éligibilité, d'exercer une fonction juridique, de témoigner en justice, sauf quand on ne vient pas apporter sauf si on est amené pour quelques informations de personnalité, et être tuteur, on ne peut pas non plus être tuteur et curateur. Alors, on peut avoir une peine d'inéligibilité, c'est une peine complémentaire, 10 ans max pour un crime et 5 ans pour un délit. C'est le maximum. Je vous rappelle, vous le savez maintenant, vous êtes habitués de l'émission, le maximum légal encouru. Ça veut dire qu'on peut être frappé d'inéligibilité pour 3 ans, ou pour 2 ans, ou pour 1 an. Donc quand on a une peine, par exemple, pour injure raciale, comme c'est le cas pour certains, eh bien, je l'ai pris au hasard parce qu'il y en a 2 au moins qui ont été condamnés pour ça, dans la liste des candidats. Eh bien là, si jamais le juge frappe d'inéligibilité, eh bien, la personne ne peut plus se présenter à des élections pendant la durée que le juge a décidé. Et il peut même le dire, le tribunal peut même prononcer cette peine complémentaire à titre provisoire, exécution provisoire. C'est-à-dire que même si la personne fait appel, elle peut quand même pas se présenter aux élections. Donc, ça, je vous laisse imaginer que si certains candidats ont par exemple des affaires en cours, le tribunal, s'il a envie d'embêter le monde, ou de faire ce qu'il veut d'abord, eh ben, il peut très bien décider de frapper l'un ou l'autre de ces candidats d'inéligibilité, et ça peut tout à fait être possible pour les élections à venir, comme pour les élections présentes, pour les élections du mois d'après, etc. Donc, bien sûr, on a une interdiction du droit de vote prononcée en application de cet article. Et alors, il faut savoir que j'ai recensé donc la vingtaine de candidats déjà déclarés. Sandra, tu vas rire. J'en ai tapé sur la table. Tu vas rire. Plus de la moitié étaient condamnés. Ouais, mais moi je sais, tu me l'as déjà dit hors antenne. Et ouais, visés par une plainte ou une mise en examen. Alors évidemment, fidèle à moi-même et à mes principes et aux principes du droit, je ne vous donnerai pas les noms de ceux qui sont mis en examen. Bien entendu. Mais si vous les entendez pas dans la liste de ceux qui n'ont pas de casier judiciaire et qui n'ont pas non plus de casserole, on aura fait la déduction. Vous ferez la déduction par vous-même. Mais je n'en parlerai pas. Alors, donc ceux qui n'ont rien, il y a Fabien Roussel du PCF, Jean-Frédéric Poisson, Jacqueline Mourant, Nathalie Arthaud, Marie Co, Clara Heger, Anas Kazib, Michel Barnier, Fabien Grimal, Antoine Wechter, Hélène Touy et Pierre Laroux-Turu. Voilà. Les autres, il y a eu pour ma part quelques surprises, bien que certains bénéficient de la présomption d'innocence, donc c'est pour ça que je vais pas en parler. On va parler de ceux qui ont été condamnés. Parce qu'il y en a un petit paquet. Alors, par exemple, Marine Le Pen, qui a été la deuxième à se présenter sa candidature. Elle a déjà été condamnée, par exemple, pour des faux tracts, l'affaire des faux tracts contre Jean-Luc Mélenchon. Ça a été jugé par le tribunal correctionnel de Béthune, plus une procédure abusive contre Georges Tron et contre l'AFP. Elle doit aussi rembourser 300 000 € au Parlement européen. Et comme elle a aussi quelques dossiers en cours où elle est toujours présumée innocente, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un petit palmarès. Là, pour l'instant, on a 2 mentions sûres, une mention en attente. Au passage, elle bat pas son père, qui lui a été condamné 9 fois entre 1991 et 2013, dont une fois en 2008 pour à de la prison avec sursis. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a été condamné à 3 mois avec sursis pour l'épisode de La République, c'est moi. Vous vous en souvenez tous, la fois où on a essayé de perquisitionner ses locaux et ça s'est pas trop bien passé parce que c'était Simon énervant. Jean-Luc n'était pas d'accord. Et du coup, il l'a dit, mais il a été donc condamné pour rébellion. Rébellion et provocation au moment de la perquisition de ses locaux. C'était en 2018, et donc était condamné à 3 mois avec sursis et 8 000 € d'amende. Il n'a pas fait appel parce qu'il a déclaré, de toute façon, je suis condamné d'office, alors je sais pas pourquoi je ferai appel. Et il a aussi dit, cette condamnation, c'est un peu comme une décoration. Il est rigolo. Parce qu'il a dit qu'il était rebelle depuis l'âge de 16 ans, il était enfin temps que la justice s'en rende compte. Bon, les gens sont drôles. Alors, Anne Hidalgo, elle a été condamnée en appel à 500 € d'amende avec sursis, plus 1 € de dommages et intérêts et publication judiciaire pour la diffamation d'une personne au cours d'une interview. Arnaud Montebourg a été condamné 2 fois en 2012 pour injure contre des ex-dirigeants d'une société maritime à 1 € de dommages et intérêts, plus 2 000 € de dommages et intérêts à Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, pour atteinte à la présomption d'innocence, alors qu'il était ministre.
du redressement durable. Et ensuite, alors Philippe Poutou, c'est encore un autre délire, Philippe Poutou, parce que Philippe Poutou, par exemple, c'est une personne, ça va être comme Yannick Jadot. Philippe Poutou était syndicaliste. Il se battait pour que son entreprise ne ferme pas. C'est l'entreprise Ford. Il se battait pour ça. Donc il est allé sur au salon de l'automobile. Il est monté sur des voitures. Il a jeté des confettis. Bref. 431 € d'amende pour des dégradations sur le stand de son employeur, Ford. Un appel avait été interjeté, mais bien sûr, les journalistes ne parlent que de quand ils passent en jugement, mais jamais ils donnent le résultat. Et donc, du coup, il est paru nulle part. Et j'allais pas appeler le tribunal pour savoir s'il avait été condamné. C'était une vieille condamnation. Mais en tout cas, c'est une mention au casier. Yannick Jadot, lui, c'était quand il était militant à Greenpeace pour empêcher l'arrivée de plutonium américain. Il est parti en Zodiac en 2005. C'est un fou. Et du coup, il a été condamné pour atteinte aux intérêts de l'État. T'imagines le délire. Bon, quand il est parti, ils lui ont fait une haie d'honneur quand même à Greenpeace. Donc c'est quand même pas quelqu'un. Voilà, on est sur des faits. On n'est pas sur de la fraude fiscale ou on n'est pas sur évidemment des immenses délits. Mais en tout cas, ils ont des casiers. Et ça, c'est intéressant quand même. Florian Philippot, alors lui, je pense qu'il a été jugé, mais j'ai pas retrouvé le résultat. Poursuivi pour avoir le 1er mai 2019 à Forbach volé un drapeau européen et violation de domicile. J'ai cherché sa condamnation, elle n'a pas été relayée, donc introuvable sur la toile. Valérie Pécresse, elle a été condamnée par le Conseil d'État le 9 octobre 2019 pour une décision discriminatoire en tant que présidente de région. C'est une des premières décisions qu'elle a prises d'ailleurs. Elle a voulu exclure du bénéfice de l'aide médicale d'État la réduction tarifaire dans les transports. Puis elle a été retoquée. Et puis, en fait, y en a certains qui sont assez virulents en matière de justice, comme messieurs Bertrand et Ciotti, qui ont maille à partir avec, par exemple, des histoires de fonds publics ou des enquêtes anticorps, ou encore Asselineau, par exemple, qui est aussi le premier à avoir déclaré sa candidature, mais qui également a été éclaboussé pour certaines affaires. Alors jusque-là, le casier judiciaire est surtout entaché de délits mineurs. Alors c'est pas glorieux, mais c'est pas non plus frappé d'inéligibilité. Ils sont pas non plus incompatibles avec la dignité morale, ce qui est prévu par ce qui est prévu par le code pour pouvoir se présenter. Certains sont des provocateurs, certains des militants, quelques-uns des syndicalistes, et c'est dans ce contexte que leurs condamnations sont intervenues. Et après la pause musicale, Sandra, on va parler du gros. Et comme vous l'avez remarqué, je trouve que la Campi est très très en forme ce matin. Ah, au taquet. Alors moi je vais te dire, j'adore ton émission, Laura, parce c'est accessible, c'est compréhensible. Tu devrais faire de la radio. Mais écoute, ça tombe bien. Bon allez, on écoute Alain Bachung. Alain Bachung, résident de la République. Et puis on se retrouve dans 30 minutes à l'endroit, dans quelques petites secondes. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. De retour dans votre émission que vous adorez, 30 minutes à l'endroit. C'est la célèbre émission de Radio Grand Lac, hein, Laura. C'est ça, célébrissime. Bon, écoute, cher maître, c'est toujours à vous. On vous écoute. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite parce que je sais que mon associé est en train de m'écouter avec Lola et un certain N'Golo. Donc, du coup, je vous salue, Marie. Non, vous. Oui. Et je reprends là où j'en étais. Donc, on va parler d'un point important. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a dans ces peines complémentaires qui sont obligatoires pour certains, donc d'inéligibilité, sont obligatoires pour tous les crimes. Et une série de délits qui est prévue par le code pénal toujours. Donc la corruption, la prise illégale d'intérêt, les violences graves, les agressions sexuelles, le harcèlement, la discrimination, l'escroquerie, l'abus de confiance, le terrorisme, le faux et l'usage de faux, le délit d'initié, la fraude fiscale et l'abus de biens sociaux. Certains sont donc passés entre les mailles du filet, puisque voilà, vous savez à peu près quels sont les palmarès de certains d'entre eux, et c'est le juge qui reste décisionnaire. D'abord par rapport aux circonstances de l'infraction et aussi par rapport à la personnalité de l'auteur. On décide finalement de prononcer ou non cette peine complémentaire. Alors, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas encore évoqué celui qui risque fort de se retrouver avec quelques déboires liés à un vol d'images dans son clip de campagne diffusé le 30 novembre dernier. Hasard du calendrier, le jour de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Ça doit certainement être un hasard, j'imagine. Le délit de provocation à la haine raciale, auquel a été déjà condamné Monsieur Zemmour, ne figure pas dans la liste, même si sa condamnation peut en être assortie. C'est-à-dire que même si c'est pas prévu par le code, en tout cas, cela peut être assorti, parce qu'on va se tourner dans ces cas-là vers la loi du 29 juillet 1881,
c'est les articles 24 et suivants qu'il faudra alors utiliser. La loi dispose que l'inéligibilité s'applique pour les élections à venir, je vous le disais tout à l'heure, pour les mandats en cours. Dans ce cas, les autorités de l'État n'ont aucune marge de manœuvre. A indiqué à Libération l'avocat Maître Landau. En fait, j'ai utilisé bien sûr de nombreuses ressources que je mettrai à votre disposition sur la page. On vient de voir entrer Jean-Pierre dans une tenue, je vous raconte même pas. Il est d'une classe internationale, ce JP. Alors, il envoie du lourd. Il envoie du bois même. Alors, l'exécution provisoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut être décidée. Et dans le cas d'Éric Zemmour, il a déjà été condamné 2 fois. En 2011 et 2018 pour provocation à la discrimination raciale et provocation à la haine à 2 000 € d'amende avec sursis et 10 000 € de dommages et intérêts pour les associations qui s'étaient portées partie civile. Plusieurs poursuites sont encore en cours par rapport à des propos sur les mineurs isolés tenus le 29 septembre 2020 à la télévision. 10 000 € ont été requis contre lui pour complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale. Cette décision sera rendue le 17 janvier 2022. Il n'était pas présent à l'audience. 2 autres affaires sont en cours. Une qui l'oppose à Absatoussi pour injure raciste qui devrait être jugée en septembre 2022. Une en appel qui l'oppose à la LICRA après des propos sur le maréchal Pétain qui, entre guillemets, aurait sauvé les juifs français. Fin de citation sur CNews. Là, il avait été relaxé en première instance et ce procès devrait avoir lieu également en janvier 2022. Ce qui pose question dans ces condamnations, c'est leur compatibilité avec le principe dont je vous ai parlé au tout début de dignité morale qui est requise pour être candidat. Peut-on être président sans être pour autant exemplaire ? Faut-il avoir une conscience impeccable, un comportement digne ? Faut-il respecter les 4 accords Toltec ? C'est une bonne question, parce que là finalement on se pose vraiment la question. Si le fait d'avoir un casier judiciaire n'est pas incompatible avec la fonction, bien que de nombreux députés, de nombreux candidats même, ils sont favorables, comme Jean Lassalle ou bien sûr le candidat Fabien Roussel du PCF, ils sont favorables au fait qu'on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle si on a un casier judiciaire, même à n'importe quelle élection, parce que finalement le citoyen classique, toi et moi, Sandra, vous tous qui nous écoutez, si vous faites la moindre erreur, il y a beaucoup de conséquences dans votre vie de tous les jours. Or là, la fonction suprême n'est-elle pas censée être la personne qui est la plus digne, entre guillemets, la plus sérieuse, la moins hors des clous? Bonne question. Ou alors faut-il maintenant accepter toute candidature, même de gens qui ont été sévèrement condamnés? Peut-on se demander si... Et là, j'aurais bien voulu qu'il y ait Ricky James aujourd'hui pour en parler avec lui, mais on aurait fait une émission de 3h30. Je te salue, Ricky. Une vraie émission, une vraie question, c'est: est-ce que pour être président de la République, il faut montrer patte blanche? Est-ce que pour être président de la République, il faut avoir toutes les qualités qu'on espère avoir d'un bon père de famille? Même si cette expression est un peu galvaudée, c'est quand même une vraie question. Et alors, qu'est-ce que la dignité morale en politique? Alors ça, c'est une vraie question qui pourrait prendre des heures et des heures d'explication. Si la loi n'empêche aucun de ces candidats de se présenter, les étapes à franchir avant d'être sur la liste du journal officiel, rendu public par le Conseil constitutionnel, sont encore loin d'être gagnées pour tous. Et surtout sur le thème de l'exemplarité. Ça, c'est vraiment la définition la plus complexe, en fait. Le point qui peut desservir certains des candidats. Enfin, certains d'entre eux ont polissé leur discours. On l'a vu, notamment la dédiabolisation du parti de Marine Le Pen, qui donc depuis a bien calmé son jeu. Là, maintenant, elle revient sur les plateaux télé depuis quelques jours, mais ça faisait un moment qu'on l'avait pas entendue, et elle revient en disant qu'elle, contrairement à d'autres candidats, n'a pas la mélonite aiguë. Oui et non. En fait, je pense qu'il faut bien sûr être sûr de soi, mais pas trop. Et là, le droit, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'aux audiences prochaines de certains des candidats, puisqu'il y en a qui sont encore en cours, eh bien... que des audiences sont encore en cours, des dossiers sont encore en cours, que le tribunal décide de frapper certaines de ces décisions d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Je pense que c'est le seul recours possible pour que, eh bien, non pas on empêche l'un ou l'autre des candidats de se présenter, c'est pas du tout le propos aussi, c'est de dire, si on veut respecter le principe de dignité
morale, peut-être que certains d'entre eux devraient faire amende honorable. Peut-être que certains d'entre eux devraient calmer le jeu. Peut-être que certains d'entre eux devraient se comporter différemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avoir un casier judiciaire n'est pas incompatible avec le fait de se présenter aux élections présidentielles. Vous savez tout aujourd'hui. Bon, ce que je te propose, Laura, c'est que tu reviennes dans 15 jours. Je vais faire ça. Voilà. Et puis, on fera une petite interrogation écrite pour savoir si tout le monde a bien compris. Super. Ça peut être sympa, ça. J'adore. Je pense qu'on peut faire ça et une dictée en même temps, parce qu'à mon avis, il y a besoin. Bon, écoute, on a encore passé un délicieux moment en ta compagnie. Merci. Comme chaque fois que tu viens investir les studios de Radio Grand Lac. C'est un plaisir. C'était vraiment topissime. On nous le dit, on nous fait des signes comme quoi c'était génial. Et je le confirme. Super. Alors, Laura, j'aimerais quand même, parce que ça me tient à cœur, qu'on parle un petit peu de toi et du petit reporter. Oui. Voilà. Et puis de Senior aussi en quelques mots, parce que franchement, avec Jérôme, vous le méritez. Alors, on commence par le petit reporter. Oui, le petit reporter, il va bientôt fêter ses 3 ans, le 29 avril prochain. Le petit reporter grandit bien. On n'est pas loin du million de vues déjà sur notre site. Et toujours dans l'actualité, surtout dans l'investigation, donc des articles assez fouillés. Avec Jérôme, on a créé ça de toutes pièces sans 1 euro dans la poche. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un site web d'actualité. C'est ça, tout à fait. Un site web d'actualité. On parle beaucoup de politique, c'est vrai. On parle de politique locale, on parle que de local. Donc c'est les Chambéry et Aix-les-Bains, les 2 bassins. Vous avez une écriture, une plume que j'adore, quoi. Écoute, merci beaucoup, c'est gentil. Surtout, alors moi je suis toujours admirative parce que moi j'ai besoin d'admirer les gens avec qui je travaille. Sinon ça fonctionne pas. Et dans ces cas-là, je travaille toute seule. Et là, j'avoue que la plume de Jérôme Bois est quand même assez remarquable. Donc c'est aussi un plaisir de travailler avec lui. Belle complémentarité. Oui, tout à fait. Bon. Et donc du coup, comme on n'en avait pas assez, on a créé une association qui va bientôt avoir 2 ans. C'est une agence éditoriale, je crois. Alors l'association d'abord, c'est Mango Média qui fait l'éducation en médias et qui chapeaute, qui est propriétaire, on va dire, du petit reporter. C'est toujours nous 2. Et puis on a créé aussi en septembre 2021 maintenant. L'agence éditoriale, tout à fait, t'as raison Sandra, qui s'appelle Si Senior. Si Senior. Ça c'est parce que Jérôme est d'origine espagnole. Voilà. Et donc du coup on a créé cette agence éditoriale qui est spécialisée dans la rédaction, la correction. La rédaction, ça peut être des livres de vie, des livres de communes, des livres d'entreprises en fait. Si on a envie de retracer l'histoire, nous on fait des entretiens avec toutes sortes de personnes et puis après on retrace leur histoire à travers d'un livre. Et puis aussi la correction de manuscrits, la correction de tous les supports. Et ça on fait ça depuis le mois de septembre. C'est super chouette. Ouais. Et vous avez déjà pas mal de boulot, vous êtes bien contacté. Alors justement, donne un petit peu comment on fait pour vous contacter. Alors on peut nous contacter sur le site internet que j'ai fait avec amour et bienveillance. Il est trop beau, il est beau ce site. Oui. Et donc du coup on peut nous contacter sur le site internet, sur la page Facebook parce qu'on a une page Facebook dédiée à Si Senior. On est aussi sur LinkedIn pour les pros. Et puis on peut nous contacter par téléphone parce que comme c'est toujours nous 2, on a beau avoir plusieurs cartes de visite, c'est toujours le même numéro de téléphone. Mais c'est important d'avoir différents supports pour les différents partenaires. Et on peut nous contacter directement via nos comptes Facebook et nos mails aussi. Donc jb.lepetitreporter@gmail.com pour Jérôme et lc.lepetitreporter@gmail.com pour moi. Et si vous voulez parler de Si Senior, vous faites la même chose mais avec Si Senior. Écoute, c'est super. Merci Laura pour toutes ces précisions. Merci à toi pour m'avoir permis d'en parler. Avec grand plaisir. On se retrouve donc dans 15 jours. Je sais pas encore on connaît toujours pas les sujets. Les sujets en général, ils arrivent la veille ou l'avant-veille. C'est incroyable. C'est incroyable. La Campi était en forme cette semaine, un truc incroyable. Écoute, merci Laura encore pour cette belle émission. Quant à vous, restez bien connectés il y a une émission qui arrive. Il y a aussi une super émission qui arrive dès 12h05 avec Sandra et Christine. Ça sera demandé le programme. Ça va être très festif, très esprit de Noël et joyeux, comme tu dis Christine, exactement. Voilà, donc ça démarre à 12h05 juste après le flash d'information de Maxime. Donc restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. On aura 2 invités par téléphone, Tony Di Mazzullo qui nous parlera du village d'hiver. Et puis ensuite, on aura 2 invités pour Bande de créatrices qui organise un marché de Noël dans l'Hôtel des Eaux. Voilà. Ça va être cool. Donc je vous invite à rester connectés à Radio Grand Lac et puis on se retrouve à 12h05. Et puis je mettrai le podcast de l'émission parce qu'on me le réclame très souvent. Oui. On me le réclame D'ailleurs, souvent. c'est important ce que tu dis parce que vous pouvez retrouver les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. N'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez votre média local de proximité et puis également sur les réseaux sociaux. À tout de suite, on écoute Tomber pour la France, tiens donc, dis donc. avec Étienne Dao. À tout de suite. À plus.